Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis très content d'être là parce que il y a encore quelques années, il y a 15 ans, j'étais là en tant qu'étudiant moi aussi. Donc je suis très heureux de pouvoir revenir en tant que conférencier. Et pour vous parler de deux choses extrêmement, de deux entités extrêmement importantes qu'on a lancées, qui sont Attention Hyperconnexion, qui est une association dont l'objectif est de sensibiliser aux risques potentiels de l'hyperconnexion pour le grand public et aussi pour les pouvoirs publics. Donc on a tout un travail, je vous en dirai un peu plus sur cette association qui cherche aussi de nouvelles recrues, donc n'hésitez pas, on pourra en parler. Et puis Into the Tribe, qui est une entreprise qui a pour objectif de former, elle, d'autres entreprises, donc des grands groupes principalement, mais ça va aussi sur des startups en croissance, des notaires, enfin bref, on travaille sur beaucoup de types de profils ou de typologies différentes pour les aider à avoir des usages numériques plus équilibrés. Parce qu'on va le voir, la transformation numérique, elle a eu un essor fulgurant. Beaucoup d'entreprises se sont jetées à corps déployé dans la transformation numérique. Le Slack, le Teams, les emails, les notifications, le Zoom, voilà, enfin bref, on s'en sort plus. Et donc maintenant, il y a beaucoup de choses à revoir sur la façon dont on peut avoir des usages un petit peu plus équilibrés pour que ça génère moins de stress et que ça améliore le bien-être, surtout des collaborateurs. Donc voilà, deux angles différents, associatifs pour le grand public et entreprise pour les autres entreprises. Est-ce que j'imagine que... Parfait. Alors, oui, j'ai aussi publié 3 livres, je vous les donne, c'est des livres de vulgarisation scientifique, donc vraiment illustrés sur le cerveau, donc n'hésitez pas à y jeter un œil si ça vous intéresse. Et comme c'est une conférence sur la déconnexion, je vous invite tous à couper votre téléphone, je vais le faire moi aussi, je le mets en mode avion, et comme ça on sera tous bien connectés ensemble, plutôt que d'être connectés sur un réseau social. Alors, avant toute chose, je voudrais vous demander de lever la main, d'interagir avec moi, de lever la main. Oui. Alors super, alors ça, parfait. Là je vois que j'ai des gens extrêmement dociles, super. Alors maintenant je vais vous demander de lever la main si la première chose que vous faites le matin en vous réveillant, c'est de vous saisir de votre téléphone. Voilà, alors là j'ai très grande majorité. Pourquoi ? Parce que le téléphone, maintenant, c'est devenu notre réveil. Très peu de gens, maintenant, ont un vieux radio-réveil comme à une époque. Maintenant, je vous demande de lever la main si parfois vous sentez votre téléphone dans votre poche vibrer ou dans votre sac à main alors qu'il n'est pas dans votre poche ou votre sac à main. Ça vous est déjà arrivé ? Une sorte de vibration fantôme, un petit peu, on ne sait pas trop. Très bien. Ok, un petit peu moins. Très bien. Bah, écoutez, tout ça, c'est un petit peu des modifications de nos ressentis, de nos usages, qu'on n'avait pas forcément avant une époque où le téléphone était aussi ubiquitaire. Alors, quelques photos qui ont été prises par mon associé pendant ses vacances, Vincent Dupin. Là, c'était au Laos. Là, c'était en Inde. Et là, c'était en Mongolie. Est-ce que vous voyez un point commun entre ces 3 photos ? Pas de téléphone, pas de numérique, pas d'Internet. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas anti-numérique. Mon objectif, ce n'est pas de revenir vivre dans des grottes ou vivre en zone dans un désert. Non, malheureusement, il se trouve qu'il y a des zones sur la planète qui ne sont pas du tout connectées. On a une grande hétérogénéité dans notre connectivité sur la surface du globe. Donc il y a des endroits où on n'est pas assez connecté, ce qui fait que ça provoque beaucoup de retard et de difficultés en termes de développement socio-économique, d'accès à la connaissance notamment. Et puis il y a des endroits où on est trop connecté probablement, en tout cas où se génèrent des usages peut-être problématiques, des consommations problématiques vis-à-vis de nos smartphones, des réseaux sociaux. Alors, en ce moment, on parle beaucoup de l'actualité autour de TikTok et de certains pays qui commencent à l'interdire, de gens qui commencent à se poser des questions sur la santé mentale. Il y a une enquête qui a été lancée par le Sénat, justement, pour savoir s'il faudrait légiférer ou pas sur ces sujets. Donc, la question se pose et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, pourquoi se déconnecter si finalement ça a autant d'avantages, Évidemment, moi, j'étais très content de venir et d'avoir mes billets de train sur mon téléphone, d'avoir mon agenda sur mon téléphone, de ne plus avoir à réfléchir à mon trajet. Tout se faisait naturellement par le téléphone, sans mon esprit, et j'étais très content de ça. Alors, pourquoi se déconnecter ? Parce qu'en fait, il y a une première information, c'est qu'on passe en moyenne 7 heures par jour dans le monde connecté, quel que soit le dispositif. C'est très variable d'un pays à l'autre.
mais ça représente quand même à peu près 40% de notre vie éveillée si on arrive à dormir 8 heures, ce qui est quand même pas mal. Malheureusement, ça aussi, ça impacte beaucoup le sommeil, donc on a aussi un effet indirect de l'hyperconnexion sur le sommeil. Et cette durée de connexion, elle augmente d'année en année. Hein, ça, c'est des mesures qui sont répétées régulièrement chaque année, et on voit que depuis l'arrivée d'Internet, le temps qu'on passe connecté, aussi parce que le nombre de dispositifs se multiplie, et que l'utilisation de ces dispositifs se multiplie en termes d'usage, eh bien, on augmente ce temps passé. Le problème, c'est que le temps, lui, de la journée, il n'augmente pas. Et souvent, ce temps, il est pris sur d'autres réserves de temps qui étaient soit le sommeil, soit les activités personnelles, soit les activités en famille, etc. Donc, a priori, ça pourrait être positif ou négatif, hein, ça dépend de ce qu'on fait dans ce temps passé. La question, c'est est-ce qu'on est vraiment totalement en contrôle de notre décision de passer ce temps connecté sur ces outils numériques. Comme je vous l'ai dit, c'est très variable d'un pays à l'autre. Les Français ne sont pas les pires hein, dans cette hyperconnexion. Il y a des pays où vraiment, comme Afrique du Sud ou Philippines, où là vraiment on a atteint des sommets. Et puis on a le Japonais qui sont beaucoup plus finalement étonnamment moins connectés. Autre élément intéressant, c'était en 2021 et aussi en 2017, ils avaient refait une étude similaire lors de la mise en place du droit à la déconnexion, qui doit vous dire quelque chose. Eh bien, on avait mesuré que 74% des Français se considéraient dépendants de leur téléphone. Ça veut dire que la majorité des Français n'imaginaient pas pouvoir passer 1 heure sans leur téléphone. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on va passer 1 heure, au moins j'espère, sans notre téléphone. Donc on va faire mentir les statistiques. Ça fait toujours plaisir. Et sur une note plus humoristique, 1 personne sur 5 a fait tomber son téléphone dans les toilettes. Donc normalement, statistiquement, il devrait y avoir plusieurs d'entre nous, moi y compris, à qui c'est arrivé. A priori, ça devait moins arriver avec un roman ou un journal. Mais bon, ça c'est chacun vit son histoire et son usage personnel. Alors, l'hyperconnexion, elle se manifeste de plein de façons différentes dans notre quotidien. Et c'est ça qui est intéressant. Des nouveaux usages sont arrivés avec l'hyperconnexion. Le premier, c'est l'infobésité. On voit aussi plein de créations de nouveaux mots, donc des mots-clés que je vous donne parce qu'ils sont intéressants. Infobésité, c'est la contraction entre information et obésité. Ça, c'est le fait qu'on est littéralement submergé d'informations aujourd'hui. Le volume d'informations pour un cadre en entreprise, il a été multiplié par 10 en 15 ans. Donc on a une information qui était avant très limitée, très restreinte dans le temps, c'était les courriers qui étaient traités à une certaine heure, qui étaient lus dans la journée, puis ensuite voilà, il y avait tout un système asynchrone de traitement de l'information. Maintenant on se retrouve avec les emails, les notifications du téléphone portable, les emails étaient saturés, on a rajouté des messageries instantanées. Voilà, on rajoute de nouveaux outils, sans cesse, des nouveaux canaux qui se remplissent à chaque fois comme de nouveaux réservoirs d'informations. Il y a à peu près je ne sais plus combien de milliers de tweets par seconde qui sont générés en permanence. C'est totalement impossible, évidemment, de traiter toute cette information. Et notre cerveau, lui, est déjà limité dans sa capacité à traiter l'information. Donc quand on rajoute de l'information supplémentaire et qu'on rajoute aussi une injonction à la réaction à cette information, forcément, ça le met dans des dispositions qui ne sont pas forcément optimales et qui génèrent du stress. On a le blurring, donc c'est l'idée de flou entre la vie perso et la vie pro. C'est pas nouveau totalement, c'est-à-dire qu'on avait tendance déjà, pour certaines professions, à avoir un mélange, un peu, une frontière qui était poreuse. Maintenant, cette frontière a littéralement volé en éclats, parce qu'on peut même, non seulement utiliser les mêmes outils, le smartphone, les téléphones, l'ordinateur portable, et même les réseaux sociaux parfois, mais en plus, maintenant, on utilise le même lieu, le même bureau, la même pièce, donc ça devient vraiment très compliqué de faire cette séparation, qui est importante, évidemment, pour notre gestion mentale, parce que notre cerveau, comme vous le savez, il est extrêmement associatif. Donc il associe très fortement le contexte, les émotions, etc. Donc lorsqu'il va créer ces associations entre peut-être des émotions peut-être négatives qui vont se passer au travail ou du stress, ça va être beaucoup plus difficile pour lui, comme on pouvait le faire avant, de faire une coupure et de passer à autre chose pour se changer un petit peu les idées. J'explique les choses de façon très simplement, mais c'est aussi parce que c'est des choses qu'on vit au quotidien. Et puis, on a le multitasking. Alors, le multitâche, ça, c'est mon préféré, celui-là. C'est un peu la conséquence de tout le reste. C'est un peu... on se dit, voilà, on est de plus en plus sollicité par les outils numériques. On a de moins en moins de temps pour faire les choses. On a l'impression qu'on a de plus en plus de mal à produire ce qu'on devait produire dans la journée. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir en nous disant « Moi, je travaille vraiment, j'arrive vraiment à être concentré quand je rentre chez moi le soir, que j'ai mis les enfants au lit et que là, je peux enfin
pouvoir commencer à travailler. On a même des personnes qui nous ont dit qu'ils posaient des RTT pour pouvoir travailler correctement. J'ai un ami, je l'ai vu ce week-end, il m'a dit qu'il prenait des jours de récup pour pouvoir remplir ses notes de frais. Donc voilà, on est dans des situations quand même où on commence à être un peu en surcharge et on voit que la charge de travail a augmenté aussi, en tout cas, peut-être qu'elle est perçue dans les entreprises. Et donc, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, de façon très logique, si je fais plusieurs choses à la fois, peut-être que j'arriverai à être plus productif et j'en ferai beaucoup plus à la fin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire traiter ses emails pendant un rendez-vous, ça veut dire continuer à regarder ses réseaux sociaux pendant une visio, ça veut dire même parfois faire plusieurs visios en même temps, hein, ça aussi je l'ai déjà vu. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure façon d'être le plus productif et le plus énergique dans la journée? On va faire l'expérience ensemble, si vous êtes d'accord. Alors je vous propose de faire le test. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire le test avec moi? Très bien. Alors, la première chose que je vais vous demander, c'est de... Vous pouvez rester et profiter du spectacle. Alors, la première chose que je vais vous demander, c'est de compter de 1 à 10 à haute voix le plus vite possible. Maintenant. Très bien. Maintenant, récitez les lettres de l'alphabet de A à J le plus vite possible à haute voix. Et maintenant, je vais vous demander de faire les deux en même temps. A1, B2, etc. jusqu'à J10. Ouais. C'est un petit peu plus long, j'ai l'impression. Alors vous voyez, alors merci d'avoir fait l'expérience avec moi. Vous avez pu sentir, le troisième cas, il était un petit peu plus désagréable, hein, un peu plus fatigant, un peu plus long, peut-être même source d'erreur. C'est-à-dire qu'à la fin, si je vous avais demandé d'aller jusqu'à 50 ou faire tout l'alphabet, à la fin, vous ne sauriez plus où vous en êtes. Vous auriez même peut-être même abandonné en cours de route. Évidemment, c'est une métaphore, mais c'est un peu ce qui se passe au quotidien lorsqu'on demande à notre cerveau de faire du multitâche, sur de la concentration, par exemple. Lorsqu'on veut être concentré sur plusieurs choses à la fois, ben, c'est quasiment impossible. Hein. On se rend compte qu'on est obligé de switcher en fait d'une chose à l'autre. Ça va être les moments où on va être en train d'écouter et puis on va se rendre compte que ça fait 10 secondes qu'on a perdu le fil et qu'on doit demander à la personne de nous réexpliquer le début de la phrase. Ou alors qu'on est en train de lire un livre et puis ça fait 3 pages et on ne sait plus qui est Roger, pourquoi il est là dans la scène et donc on revient en arrière, on ne sait plus quels sont les personnages. C'est ces moments-là en fait qui se passent lorsqu'on essaye de faire du multitâche au niveau de la concentration. C'est pas le plus efficace, c'est pas ce qui marche le mieux et en plus c'est source de fatigue. Parce que si vous faites ça toute la journée, à la fin forcément vous êtes épuisé. Donc ça, c'est un des problèmes du multitâche. Donc le multitâche n'est pas la solution la plus efficace pour produire plus, contrairement à ce que certains peuvent penser. Ce n'est pas la meilleure façon pour produire plus et pour pouvoir avoir le meilleur bien-être à la fin de la journée, la meilleure énergie. Donc ça, c'était un point important parce que c'est une des plus grosses conséquences de notre hyperconnexion. Et on le retrouve dans plein de situations. Alors ça, c'est une illustration extraite de mon livre. Donc là, vous voyez, c'est plein de situations dans lesquelles les gens ont déclaré lire leur mail, avoir déjà lu leur mail dans les 30 derniers jours. Donc on voit qu'on a plein de situations de multitâche. Ça peut être lorsqu'on marche dans la rue. Donc là, maintenant, on a même des situations de collision avec les gens qui sont devant leur téléphone. Et donc des affichages, des feux rouges qui se fassent au sol pour que les gens puissent ne pas rentrer en collision avec des tramways, notamment en Hollande et en Allemagne. On a au cinéma, on a dans les réunions de famille, on a alors qu'on est déjà en train de regarder la télé, on a lorsqu'on est au lit, la chambre à coucher, un haut lieu d'hyperconnexion. Dans la salle de bain, étonnamment, j'ai un étudiant qui m'a dit qu'il regardait ses séries Netflix sous la douche. Je ne sais pas comment il fait, mais bon, voilà. Je ne sais pas combien de temps durent ces douches, surtout, mais voilà, ça arrive. Donc voilà, ça pose question sur... c'est peut-être prosaïque, mais à quel point on est vraiment présent dans la situation et dans l'activité qu'on est en train de faire. Et pourquoi on essaye de se connecter à d'autres personnes qui ne sont pas là, qui sont ailleurs, voire des algorithmes ou des intelligences artificielles. Il y a d'autres comment je dirais, manifestations qu'on peut retrouver, vous pourrez retrouver ça dans la presse ou dans des études. Il y a par exemple la nomophobie, c'est la no mobile phone phobia. Donc, si on traduit, ça serait la phobie de ne pas avoir son téléphone. Alors, c'est plutôt une forme d'anxiété. C'est la peur, l'anxiété liée à l'idée de perdre son téléphone, ou qu'il n'ait plus de batterie, ou qu'il soit cassé, ou qu'on nous le vole. Des fois, dans certaines conférences comme ça, je demande aux gens, au lieu d'éteindre leur téléphone, je leur demande de le passer à la personne d'à côté. Ben, en général, ils n'aiment pas trop. Hein. C'est assez intime, le téléphone. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se regroupent dans le téléphone. On voit quand on le perd, d'ailleurs. Hein. Il y a entre la banque, la sécurité sociale, les emails, les réseaux sociaux, les photos, etc. C'est vrai que c'est très, très, très intime. C'est presque un prolongement de notre corps.
On se demande si on n'est pas déjà bionique finalement, puisqu'on a déjà en fait en permanence une entité électronique sur nous en permanence. Ça, par exemple, dans la vie quotidienne, ça va être je pars de chez moi, je suis limite en retard à mon rendez-vous, je me rends compte que j'ai oublié mon téléphone chez moi. Si je rentre chez moi, je risque d'être en retard. Bah, je vais quand même rentrer chez moi pour prendre mon téléphone pour être sûr de ne pas passer la journée sans, par exemple. On a aussi maintenant le checking compulsif, qui est beaucoup lié au fear of missing out. Vous avez dû entendre parler. Cette peur de rater une information complètement absurde, puisqu'il y a trop d'informations qu'on ne peut pas toutes la traiter. Eh bien, ça, on le retrouve aussi beaucoup. On peut l'utiliser aussi contre nous, mais c'est aussi un phénomène qui fait qu'on peut se retrouver à scroller, à consulter de l'information, en perdant en fait la notion de l'heure de fin de cette consultation. On sait quand on démarre la consultation de notre réseau social, et on ne sait pas toujours quand ça va s'arrêter. Donc ça, c'est aussi un problème. On pense que ça va durer 10 minutes, puis peut-être à la fin, ça va durer 20 minutes, 30 minutes, et puis il s'est écoulé 4 séries Netflix, le soleil se lève, il faut aller travailler. C'est un peu extrême, mais c'est un peu ce qui arrive, et c'est souvent le soir. Oversharing, très intéressant, c'est notre volonté de partager un maximum tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on vit au quotidien. C'est pas nouveau, hein. Peut-être les plus anciens d'entre nous se rappellent des séances diapo quand on rentrait des vacances, où voilà, la personne venait nous présenter toutes ses vacances. C'était quand même dans un groupe assez restreint, c'est limité de personnes. Maintenant, c'est à des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes qu'on ne connaît peut-être même pas, et avec qui on partage des informations qui ne sont pas toujours catégorisées, hiérarchisées, ou d'une pertinence pas toujours absolue. Hein. On n'a jamais vu autant de photos de cappuccino, je crois, que dans l'histoire de l'humanité que sur Instagram, ou de spaghetti bolognaise d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas nouveau, on a envie de partager, on est grégaire, on est des animaux sociaux, on est des primates, on a envie de partager ce qu'on ressent, ce qu'on vit, nos émotions, mais maintenant on le fait à des échelles qui sont très différentes d'il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Et puis, il y a aussi une injonction à la réaction. Donc, c'est aussi une source d'infobésité et aussi une injonction à vouloir réagir à l'information qui a été partagée. Si je partage une information et que je vois que personne like mon post, comment je vais me sentir par rapport à ça? Ça pose des questions aussi là-dessus, sur l'impact émotionnel. Et puis, on a le phubbing. Ça, c'est la contraction de phone et snobbing. C'est l'idée de snobber les gens avec son téléphone. C'est assez courant. On choisit volontairement, potentiellement, d'être à un rendez-vous, par exemple. On a choisi d'aller dans un lieu précis, avec une personne précise, passer du temps, et de conférer notre attention et nos émotions à cette personne. Puis finalement, au bout d'un moment, on peut se saisir de notre téléphone et puis détourner notre attention de ce moment-là vers le téléphone. Alors au-delà du message que ça envoie, c'est aussi une situation de multitâche qui va peut-être dégrader, en tout cas pour la plupart d'entre nous, le moment vécu. Et ça, on peut le retrouver aussi en milieu professionnel. Hein. Ça, on le retrouve dans les réunions, avec la personne qui a passé 3 semaines à préparer son PowerPoint ou sa conférence, et puis il a en face de lui le patron qui est encore en train de regarder son téléphone et qui ne suit pas du tout ce qui se passe. Ça, voilà, c'est des choses qu'on retrouve dans plein de situations. Donc voilà, ça c'était un peu pour vous montrer des usages nouveaux, qui n'étaient peut-être pas aussi courants, qui n'étaient peut-être pas de cette nature-là il y a encore quelques années, mais qui se sont développés. Alors, ça, c'était, je dirais, le côté un peu anecdotique, peut-être plus sympathique. Maintenant, la question, c'est quelles sont vraiment les conséquences sur le fonctionnement de notre cerveau, sur notre santé mentale, de manière générale. Alors, on mesure beaucoup d'effets qui sont, alors, jusqu'à encore il y a quelques années, qui étaient principalement des mesures de corrélation, c'est-à-dire qu'on voyait des corrélations entre le temps passé sur Internet et les réseaux sociaux en particulier, et une augmentation de l'anxiété, une baisse de l'estime de soi, et aussi, dans certaines études, l'augmentation des risques de dépression, ce qui est quand même pas rien. Ces études ont été plus ou moins répliquées durant ces dernières années, donc je ne vais pas vous dire que c'est de toute façon quelque chose qui a été parfaitement uniformisé dans les méta-analyses qui en sont ressorties. Néanmoins, là, très récemment, là, vraiment durant les quelques 2-3 dernières années, on commence à avoir des informations sur les mécanismes causaux. Donc, vraiment, non pas seulement une corrélation entre le temps passé, mais vraiment une causalité entre les comportements et les usages qu'on va avoir de certains réseaux sociaux, de certaines applications, et des conséquences sur des troubles liés à la santé mentale, notamment, donc principalement,
le stress, l'estime de soi qui baisse beaucoup, ça c'est toute la question sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, et puis l'augmentation de l'anxiété. Donc ça c'est vraiment ceux qu'on retrouve. C'est très compliqué évidemment de ne pas être juste au niveau de la corrélation, mais vraiment de comprendre le mécanisme. Et là on commence à avoir des résultats. On voit aussi des effets sur la concentration. Alors ça c'est quelque chose encore plus intéressant, je pense, que tout ça, c'est tout ce qui se passe au niveau de la concentration. Je vous invite vraiment à aller regarder les travaux de Gloria Mark, qui a fait beaucoup d'articles de vulgarisation, qui a sorti beaucoup de livres de vulgarisation, donc c'est très intéressant. Et elle travaille sur toutes les questions de concentration, elle en parle très bien. Et elle avait justement cette information intéressante qui nous faut en moyenne 20 minutes pour vraiment retrouver notre concentration, vraiment sur un sujet, sur une action très concrète. Vous avez ce sentiment, on est vraiment concentré, comme si tout le reste un petit peu disparaissait, on est vraiment pleinement dans ce qu'on fait, on est vraiment efficace et productif. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est un effort conscient, vous voyez. C'est pas automatique. Et ce qu'elle rapporte aussi dans son dernier livre, c'est une diminution du span attentionnel. Alors là, très concrètement, voilà comment ça se passe. Ils étaient dans des entreprises, par exemple, ou avec des gens au laboratoire, et ils chronométraient le temps que les personnes passaient sur une tâche. Donc, par exemple, ils regardent les emails, ils lancent le chrono, la personne change de tâche, elle passe un coup de fil, lance le chrono, change de tâche, voilà, hop, à chaque fois, ils lançaient le chrono. Les gens, en moyenne, passaient 2 minutes 30 en 2004 sur une tâche avant de passer à une autre. C'est quand même court, hein, déjà, 2 minutes 30. En 2012, ils ont refait encore les mêmes manips, ils sont passés à 75 secondes. Et aujourd'hui, ils sont en train d'atteindre 47-45 secondes. Donc, évidemment, on peut y avoir plein de causes à ça. Hein. C'est très plurifactoriel. Mais ça montre quand même qu'on a de moins en moins l'habitude de rester concentré sur une tâche. Et ça, c'est quelque chose qu'au niveau ressenti, en tout cas, moi, je le vis régulièrement. Je le vois aussi lorsque je vais dans les entreprises ou dans d'autres environnements. On a de plus en plus de difficultés à rester concentré sur une tâche et de ne pas switcher à une autre. Même aussi dans l'éducation, on le retrouve aussi, en tout cas c'est des témoignages qu'on a d'enseignants. Donc ça c'est une vraie question. Est-ce qu'on n'est pas en train d'habituer avec des contenus très courts, parce qu'on voit aussi que les contenus sur Internet passent de vidéos de dizaines de minutes à maintenant des contenus qui sont sur 30-40 secondes. Est-ce que c'est pas aussi, on est en train d'habituer notre cerveau à avoir des contenus de plus en plus courts et de ne pas entraîner notre attention soutenue, voilà, et sa capacité à durer dans le temps. Donc ça, c'est intéressant, c'est une question à se poser, je pense. Alors la question derrière tout ça, qu'on se pose en général, c'est est-ce qu'il n'y a pas une addiction aux réseaux sociaux, aux smartphones, à Internet? Alors, en fait, moi, la question évidemment, il y a des cas, si vous interrogez des praticiens, des psychologues, des psychiatres, il y a des cas individuels, comme il y a des cas d'addiction à plein de choses différentes. Il y a des cas individuels de personnes qui sont vraiment accros à leur smartphone, ou accros à Internet, ou accros à plein de choses différentes. Toute source de plaisir, potentiellement, peut générer une addiction. Donc, c'est pas tant le sujet, je dirais, là. La vraie question, c'est en fait, quel est, nous, notre pouvoir d'action par rapport à notre usage sur les outils numériques, et en particulier les smartphones et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est dans l'économie de l'attention poussée à son paroxysme. Ce n'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau. L'économie de l'attention, c'est l'idée qu'on essaie de capter notre attention pour, eh bien évidemment, nous donner des messages publicitaires, pousser des marques ou autres, ou des produits. Ça existait dès les premiers crieurs dans la rue qui essayaient de capter notre attention pour vendre des journaux. Mais aujourd'hui, on est totalement dans une situation totalement différente. La première chose, c'est qu'on est dans une interaction, c'est-à-dire que le smartphone ou l'application mobile, elle n'est pas passivement, comme la télévision, comme un journal, immobile, en train de nous regarder vivre notre vie. Non, le smartphone, lui, il mesure par les algorithmes notre comportement, il nous rappelle de l'utiliser par les notifications. Il va être capable de déceler quels sont les sujets qui nous intéressent plus que d'autres, de trouver les bons moments pour nous solliciter. On a vu qu'il y a des lanceurs d'alerte sur Twitter qui montraient que l'algorithme était capable de détecter les moments où on se sentait plus en situation de faiblesse. Et donc, pas de Tinder, pardon, pas de Twitter. De Tinder pour justement pousser à la connexion sur Tinder. Et il y a de plus en plus, en fait, de personnes qui travaillaient chez tous ces grands, Facebook, Amazon, Google et Instagram, je ne vais pas tous les citer, mais
et qui regrettent finalement ce qu'ils ont conçu. On peut le retrouver dans le bouton like sur Facebook, le scroll infini sur Twitter, l'autoplay sur YouTube ou Netflix. Tous ces moments, merci, tous ces techniques, toutes ces petites astuces qui font qu'on va rester le plus longtemps possible ou se reconnecter à l'outil. Voilà. Et donc forcément, la responsabilité, et c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que la responsabilité, elle n'est pas que de notre côté d'utilisateur. Parce qu'on pourrait se dire, bah voilà, je dois changer absolument mes usages à moi, et c'est moi qui suis responsable à 100%. Non, il y a aussi une responsabilité qui est partagée par les éditeurs de ces outils. Et de plus en plus, il y a des lanceurs d'alerte, c'était les Facebook Files, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, qui montraient que, donc c'était une lanceuse d'alerte qui travaillait chez Facebook, et qui avait montré que plein de recherches internes, que Instagram notamment, avait des données internes sur l'impact que l'utilisation d'Instagram avait sur la baisse de l'estime de soi sur les adolescentes. Et qu'il favorisait la présentation de contenu qui allait engendrer des pertes de perception en termes de désordre alimentaire, par exemple, troubles alimentaires. Donc ça, c'était connu, ils étaient conscients de cet aspect-là. Et de plus en plus, il y a des procès maintenant, des actions en justice qui sont intentées, notamment aux États-Unis. On a... je crois, plus de 1000 dossiers d'actions en justice qui ont été déposés aux États-Unis par des familles ou par des écoles auprès d'organismes, des grands groupes, quels qu'ils soient, sur TikTok, Instagram, Snapchat. Et ça commence à porter ses fruits, entre guillemets. En tout cas, les actions en justice commencent à être lancées. Donc ça veut dire qu'il y a eu matière, en tout cas, à déclencher une vraie action au tribunal. Donc ça, c'est une affaire à suivre, et en ce moment, c'est tout le sujet, et bien sûr, surtout sur les jeunes, les adolescents et les enfants, mais il se pose aussi sur les adultes. Alors, quels sont les conseils? Très rapidement, parce que je voudrais que vous repartiez avec des conseils concrets, et pas juste des informations théoriques ou abstraites, mais voilà, quelques petites astuces que je voudrais partager avec vous. L'idée, c'est de reprendre le contrôle sur l'usage, c'est-à-dire de se dire, c'est pas le téléphone ou le réseau social qui contrôle ou qui me dit quand je dois l'utiliser, mais c'est moi qui décide quand, comment et pourquoi je veux utiliser cet outil et que j'en tire les bénéfices sans en tirer des effets négatifs. C'est ça l'idée. Donc par exemple, de se dire, au lieu de consulter mes réseaux sociaux, mes emails, tout au long de la journée de façon quasiment simultanée en permanence, je peux dire, voilà, j'ai 3 créneaux dans la journée, c'est mes 3 créneaux d'email, ou c'est mes 3 créneaux d'Instagram, ou c'est mes 3 créneaux de TikTok, peu importe. Et de se dire, voilà, je définis 1 heure de début, 1 heure de fin, et des moments précis dans la journée. C'est mon activité détente, divertissement, mais ce n'est pas tout au long de la journée. Je coupe les notifications, par exemple, ou au moins je vérifie quelles sont les notifications qui sont vraiment les plus pertinentes. Je fais une sorte de petit audit un peu de mes notifications. Je peux m'acheter un réveil, tout simplement, virer mon téléphone de la chambre et me dire c'est fini, il ne rentrera plus, il y a plein d'autres choses à faire très intéressantes dans une chambre à coucher. Je peux laisser mon téléphone de côté et m'acheter un bon vieux réveil. Et puis se dire, voilà, est-ce que je ne mettrais pas une journée dans la semaine sans écran, sans smartphone, sans réseaux sociaux, une sorte de journée digital detox, on appelle ça. Certains le font déjà régulièrement, mais pourquoi pas se dire, voilà, je fais l'expérience pour savoir ce que je vais ressentir. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais ressentir de l'anxiété, du stress, de la peur? Est-ce que je vais ressentir du plaisir, de la joie, une libération de mon temps libre? Voilà. C'est intéressant de faire l'expérience, si vous ne l'avez pas déjà fait depuis longtemps, de vous prendre une journée complète sans smartphone. Rien que ça peut être intéressant et de noter ce que vous ressentez. Séquencer sa journée pour ne pas faire de multitâche. Ça, je dirais que ça, c'est le paroxysme de l'efficacité. Si vous arrivez à séquencer votre journée et ne pas faire de multitâche, tous ceux qui ont appliqué cette technique-là, c'est considérable l'efficacité que ça représente. Vous pouvez faire, voilà, ne pas commencer par les emails, mais commencer par une vraie séquence de deep work, de travail profond, où on coupe tout, les notifications, les emails, le téléphone, et là on travaille pendant 1 heure, 1 heure et demie sur un sujet qui demande de la créativité, de la concentration. Ça peut être la rédaction d'un article, d'un livre, d'un Excel, d'un PowerPoint, ce que vous voulez. Mais l'idée, voilà, c'est de pouvoir le faire vraiment de façon concentrée, sans interruption. Vous pouvez le faire, vous définissez un créneau. En fait, en contrôlant votre agenda, vous reprenez le contrôle sur votre usage et vous retirez les meilleurs bénéfices de votre connectivité. Définir des chambres ou des pièces qui sont sans téléphone, ça peut être la salle de réunion, ça peut être la chambre à coucher, ça peut être la cuisine, ça peut être le salon. Se dire, voilà, j'ai des endroits
il n'y a pas de téléphone, c'est juste pour mes interactions sociales, ma vie perso, ou pour faire plein d'autres choses. Je déconnecte pendant les vacances, c'est le meilleur moyen de déconnecter, ça je vous encourage tous à le faire, de l'anticiper, prévoir peut-être des backups, des gens qui peuvent consulter vos emails. Moi, c'est ce que je fais avec mon associé. On se partage nos comptes email quand on part en vacances. Comme ça, je sais que j'ai aucun... S'il y a des clients qui m'appellent, des trucs urgents, voilà, il me passera un coup de fil et j'ai pas à m'inquiéter. Donc ça demande un certain niveau de confiance, mais c'est intéressant à mettre en place. Mesurer le temps qu'on passe. Alors ça, c'est intéressant parce que quasiment systématiquement, on sous-estime le temps qu'on passe sur les outils numériques, et notamment toutes les applications, tous les réseaux sociaux. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à regarder un petit peu le temps que vous passez sur les différentes applications. Ça peut être surprenant et c'est intéressant de le voir. Peut-être que vous aurez une bonne surprise, peut-être une moins bonne, mais maintenant c'est de série. Et puis une autre technique très facile à mettre en place, juste de couper les couleurs sur l'affichage de votre écran. C'est tout bête. Hein. Vraiment, je vous donne des choses d'une simplicité incroyable, hein, vous allez me dire. Mais c'est parce que c'est vraiment... ça, il n'y a aucune excuse pour ne pas essayer. Et ça, vraiment, c'est très simple à mettre en place. Juste tout simplement de mettre en noir et blanc. Et vous aurez plus cette couleur rouge vive qui va vous attirer lorsqu'il y aura des nouveaux messages. Et je vous conseille aussi de très bons livres sur le sujet, notamment celui de Bruno Patino, qui est membre de notre association, qui est président d'Arte, qui est vraiment excellent, qui se lit très très facilement. Et voilà, je voulais juste vous finir en vous donnant des informations sur notre association qui s'appelle Attention Hyperconnexion, qui est un collectif pluridisciplinaire, parce qu'on est arrivé à la conclusion qu'en fait l'hyperconnexion, on ne pouvait pas l'adresser que par une seule spécialité. Se dire que c'est que de la psychologie ou que des usages numériques ou que l'environnement, non, ça touche tout. Ça touche à la fois des décisions politiques, ça touche à la fois l'impact environnemental, parce que notre hyperconnexion, elle a aussi un impact sur l'environnement, ça touche la communication, ça touche la parentalité, ça touche l'enfance, ça touche des aspects juridiques avec le RGPD, avec le droit à la déconnexion. Donc c'est pour ça qu'on s'est tous réunis pour développer avec chacun nos conséquences ce collectif. Donc on a par exemple e-enfance qui travaille sur le cyberharcèlement et qui gère la ligne de 3018 pour le cyberharcèlement. On a Bruno Patino qui est le président d'Arte. On a Green IT avec Frédéric Bordage qui travaille sur l'impact environnemental. On a Benjamin Gans de Cap Digital qui est un pôle de compétitivité. Puis on a Alan qui est avocat et David qui est dans la communication. Donc voilà, on touche quand même un certain nombre de disciplines différentes. On a fait des actions qui ont été des actions de sensibilisation qui sont financées ou cofinancées par la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les conduites addictives. Donc on a un soutien du gouvernement et en ce moment on cherche aussi de nouvelles personnes pour nous rejoindre. On cherche aussi des stagiaires. Donc si ça vous intéresse de traiter de tous ces sujets, aussi bien en entreprise, mais aussi dans le grand public, ou aussi dans des consultations légales, ou avec d'autres chercheurs, ou des actions en justice, voilà, tout un tas de sujets qui vont être traités par notre association. Donc n'hésitez pas à nous contacter et je serai très heureux de pouvoir continuer la conversation avec vous. Mais surtout, avant de conclure, j'aimerais que tous, chacun d'entre vous, vous réfléchissiez, vous preniez 1 ou 2 minutes, pour pas que ce soit juste des mots et qu'on se quitte en se disant voilà, c'était bien, il nous a dit 2-3 trucs intéressants. J'ai peut-être appris des trucs que je savais déjà, mais il m'a dit 2-3 trucs peut-être intéressants. Mais surtout, si vous pouviez prendre 1 ou 2 techniques, vous dire je l'essaye ce soir ou demain. Ça peut être je m'achète un réveil, je regarde mes emails 3 fois par jour, je mets mon écran noir et blanc. Voilà, une chose, vous dites voilà, je pars avec ça et je le teste et vous me dites après ce que vous en avez pensé, si ça a marché. Voilà. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas si on a le temps. Merci. On a 5 minutes pour des questions si vous en avez. Moi, je suis là. J'ai une question. Oui. C'est surtout que moi, le problème, c'est que ça ne marche pas trop, ce que vous me dites, parce que ce qui compte, il y a la dimension du plaisir. Et quand, par exemple, j'ai fait des tas de formations sur la gestion du temps, etc., ou que je sais tout ça, ce que vous avez dit, je ne dis pas que j'ai appris des choses, mais quand même, la plupart du temps, rationnellement, je le sais. Et ce que je voudrais comprendre, et peut-être que vous l'avez étudié, c'est pourquoi ça génère du plaisir, par exemple, pour moi, d'être en multitasking.
Je trouve ça très agréable de basculer, d'aller de branche en branche et de papillonner comme ça au milieu d'un réseau social. Et donc, c'est très, très difficile d'arrêter parce que c'est un bon moment de plaisir. Alors, c'est une très bonne question. Alors, sur le multitasking en tant que tel, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas d'études en tête qui aurait étudié ça. Néanmoins, la réalité aussi derrière le design et la conception de ces outils, si on prend les réseaux sociaux ou d'autres, c'est qu'ils ont été quand même conçus pour générer du plaisir. Alors, il faut que l'usage de ces outils nous génère une certaine forme de plaisir. C'est ça quand même l'intérêt derrière, l'idée derrière tout ça. Donc il y a, si vous voulez, c'est normal que vous ayez du plaisir à recevoir un like, ou c'est normal que vous ayez plaisir à partager des informations sur des réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est conçu pour ça. Donc c'est pour ça que ça nous fait. C'est pour ça que ça peut générer des usages qui sont problématiques. Sur le multitâche, là, ça c'est une autre question. Peut-être que c'est l'aspect aussi de pouvoir d'avoir une sorte d'impression que vous produisez plus ou vous réalisez plus de choses dans un temps court. Voilà. Mais là, il faudrait creuser. Si vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail parce que je serais curieux de creuser ce sujet-là sur le multitâche que je n'avais pas encore eu cette question. Vous avez une autre question? Oui, elle est liée. Mais on vous a coupé la parole avant. Oui, parce que l'autre point, c'est que par exemple sur les enfants précoces, les enseignants refusent, en fait, je dis dans l'autre sens, les enseignants formés aux enfants précoces leur laissent faire plusieurs choses en même temps. Oui. Vous le savez. Ça relève peut-être pas de la même chose, mais tout de même, je questionne. Alors, j'ai écouté aussi Lionel Nakache et j'ai bien compris que cérébralement, on peut avoir qu'une idée en même temps. Il a bien expliqué ça. Néanmoins, il y a quand même cette capacité à gérer plusieurs choses en même temps parce qu'elles ne sont pas du même niveau. Et donc, je me dis que c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles tous ces outils qui sont stimulants pour le cerveau à différents niveaux rendent les choses agréables et encore plus difficiles de s'en retirer, de couper. Ouais. Alors, effectivement, juste pour revenir sur le multitâche en tant que tel, le multitâche, il peut fonctionner. C'est-à-dire que si vous avez des mécanismes qui sont totalement automatisés, vous pouvez les mettre en parallèle. C'est-à-dire que je suis capable de faire du vélo tout en sifflotant, par exemple. Ça va pas être impossible, au contraire. Et c'est même l'objectif lorsqu'on essaie d'automatiser des processus, notamment en sécurité, par exemple. Automatiser des comportements, des associations, mettre son casque et chaussures de chantier, on ne doit pas y réfléchir. Un protocole de sécurité, on ne doit pas y réfléchir. Donc ça doit être automatisé pour être fait en multitâche. Donc ça, dans ces cas-là, ça fonctionne. Donc des fois, ça peut être aussi des façons soit d'améliorer la sécurité, soit de pouvoir faire des choses. Là où ça pose problème, c'est sur la concentration. Voilà, c'est sur les processus de pensée, sur la prise de décision. C'est là que ça devient plus compliqué. Voilà. Et c'est source de fatigue pour la plupart d'entre nous de faire du multitâche. Vous avez pu en faire un petit peu l'expérience. En général, ça génère de la fatigue à la fin de la journée, d'augmenter vraiment le multitâche. Après, ça peut être, juste pour revenir là-dessus, c'est valable pour tous les sujets en neurosciences ou quels qu'ils soient. On donne beaucoup d'informations qui sont liées à des mesures, qui sont liées à des moyennes sur des groupes, etc. Après, à l'échelle individuelle, il faut toujours repenser les choses et peser le pour et le contre. S'il y a des choses qui fonctionnent pour vous et qui vous génèrent du plaisir et que tout va bien, c'est un autre sujet. Oui. Vous m'entendez, monsieur? Oui. Là. Ah, pardon. J'avais une question à propos du phénomène de phubbing, je crois que ça s'appelle, Ouais. le fait de snober les gens avec qui on est en vrai pour son téléphone. Et je voulais savoir s'il y avait des mécanismes neurologiques ou psychologiques qui avaient été identifiés pour expliquer ce phénomène. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que on a plus tendance, quand on est habitué au téléphone, à vouloir échanger des messages via SMS ou Messenger, plutôt que de communiquer avec une personne qui est en face de nous, peu importe le lien affectif qu'on a avec cette personne. Ouais. Alors, sur les aspects neuro purs, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait des études en imagerie cérébrale ou des choses comme ça, mais il n'y en a pas vraiment sur ces sujets-là. En revanche, il y a des hypothèses un peu en termes psychologiques, on pourrait dire, sur le coût cognitif que va avoir une interaction sociale.
c'est beaucoup plus facile en termes d'implication, d'engagement, d'envoyer un SMS que de se retrouver en face à face avec quelqu'un, devoir gérer les émotions qu'on va nous exprimer, qu'on va percevoir, etc. Donc c'est vrai que c'est ça qui va peut-être être dans la balance à ce niveau-là. Mais alors ça, ce que vous mettez en avant, c'est un point intéressant, c'est qu'on manque cruellement d'études neurofonctionnelles en imagerie cérébrale, de tout ce qui a été évoqué là. Et ça serait un bel appel à faire à tous nos collègues chercheurs qui sont ici. S'il y en a qui sont intéressés, nous on recherche justement des partenaires sur ces dimensions-là. Voilà. Merci beaucoup. Ah, c'est la fin? Plus du tout? Bon. Bah, merci à toutes et à tous. Puis j'espère que vous pourrez bien vous déconnecter ce soir. Bonne journée.